Allez, c'est parti. Alors, Chantal Loyal, Delphine Bachakou, bonjour. 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 Merci de donner un peu de votre temps à la réalisation de ce bord de scène à distance. Alors, ma première question sera pour toi, Chantal. Donc, la compagnie d'Ifecaco existe depuis 1995 et s'inspire, je cite d'après ce que j'ai vu sur le site de la compagnie, des cultures africaines et antillaises. Alors, ma question, c'est est-ce que votre projet, c'est de métisser les danses afro-descendantes et dans quel but? Alors oui, le projet d'Ifecaco qui existe aujourd'hui cette année, donc depuis 25 ans, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire un croisement entre toutes ces danses, puisque je trouve que c'est notre créolité, puisqu'il faut rappeler qu'en tant qu'artiste guadeloupéenne et originaire des Outre-mer et notamment de la zone Caraïbe, effectivement, nous avons tous cet apport de l'histoire africaine, de l'esclavage, et d'où l'idée de pouvoir faire connaître l'entièreté, on va dire, de cette culture dans sa triangularité et dans sa manière, on va dire, transatlantique. D'accord. Donc la question du métissage est vraiment finalement au cœur de ton projet artistique. Oui, vraiment au cœur du projet. C'est d'ailleurs même l'essentiel du Voilà, projet. Alors Delphine, j'ai un peu regardé ton parcours professionnel et ma question c'est comment un parcours somme toute classique t'a amené à travailler avec Chantal justement qui travaille sur ces questions d'afrodescendance, de métissage, etc. Alors oui, en effet, j'ai un parcours somme toute classique, comme tu dis. Alors même si j'ai été formée en danse classique, mais surtout en danse contemporaine, mais j'ai un parcours classique en ça que j'ai été formée en conservatoire, voilà. Et puis, il se trouve que dans mon parcours aussi, j'ai été responsable de la médiation culturelle dans un lieu qui s'appelle le Centre national de la danse à Paris. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Chantal, parce que Chantal, la compagnie d'Ifecaco, travaille beaucoup à destination des publics. Et moi, à ce moment-là, j'étais responsable en fait des propositions à destination des publics. Donc, on s'est rencontrés par envie et désir de parler à toutes les populations. Voilà, et le travail de Chantal allait dans ce sens. Donc, on s'est rencontrés comme ça, puis au fur et à mesure de se côtoyer, ça m'a de plus en plus intéressée, cette danse, ce métissage. Voilà. Donc, la première fois qu'on a collaboré, enfin, notre collaboration suivante, en fait, avec Chantal, au-delà du Centre national de la danse, c'est que Chantal m'a permis de travailler et de diffuser, en fait, un duo que j'avais avec une des danseuses de la compagnie, où justement, on mettait en friction avec Julie Sicher, où on mettait en friction nos vocabulaires, en fait, voilà. Et comme ça parlait aussi à Chantal, elle nous a permis de jouer ce duo, notamment en Guadeloupe, mais aussi en région parisienne à plusieurs reprises. Donc, ça a été notre première collaboration. Et puis ensuite, Chantal m'a fait confiance, elle m'a permis de commencer à transmettre le travail de la compagnie auprès des publics. Puis j'ai cheminé comme ça dans la compagnie en me mettant en friction avec ce nouveau vocabulaire qui était vraiment neuf pour moi, pour le coup. Et jusqu'à en fait être regard extérieur dans la compagnie sur certaines pièces et puis assister Chantal sur cercle égal demi-cercle et devenir aussi interprète à mon tour. Alors maintenant, je vous propose qu'on commence à discuter de la pièce en elle-même. Elle a un titre un peu particulier, cercle égal demi-cercle au carré. Ça évoque la géométrie. Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre, ce titre? Là, je vous répondre l'une ou l'autre comme vous le souhaitez. Delphine, elle va commencer à répondre, moi je répondrai après. Bon, Chantal parlera de son attirance pour un ouvrage voilà, mais donc je lui laisse ça. Mais par rapport au titre, il y avait l'idée en fait que c'est effectivement une formule mathématique, mais qui n'est pas
qui n'est pas, qu'on peut pas satisfaire en fait, qu'on ne pourra jamais trouver une unique réponse en fait. Voilà, il y a une multiplicité de réponses dans cette formule, voilà. Et puis en fait, c'était aussi tout à fait un jeu de mots sur ce travail sur l'espace, ce travail sur le cercle, sur le demi-cercle, sur le carré, qui fonde en fait le travail que l'on voit dans cette pièce très précisément, puisqu'on a travaillé sur le carré qui vient plutôt du côté des danses collectives liées aux quadrilles, voilà, et aux contredanses de manière générale, qui se dansent sur un carré à 8, et le cercle qui est plutôt celui de la danse traditionnelle venant de l'Afrique, du rituel, mais aussi venant des pratiques hip-hop, par exemple, dans lesquelles on est beaucoup au défi à l'intérieur du cercle. Donc, c'était une rencontre entre ces deux univers, évidemment, par rapport à la pièce, voilà, qui découle, en fait, qui fait qu'on découle un nouveau langage, voilà, à travers cette friction des formes. Voilà, d'où le titre et ce jeu de mots. Très bien. Et pour moi, si je réponds, en fait, quand j'étais plus jeune, adolescente, j'avais lu un livre qui s'appelle E égale MC2 au carré. Et du coup, c'était un livre qui parlait de l'amour, de l'adolescence, d'un adolescent qui rencontre, qui est amoureux. Et du coup, voilà, je trouve aussi que dans nos danses et dans le quadrille, il y a quand même quelque chose de proche aussi de ça, de ce côté un peu mathématique, mais aussi de l'école, de l'approche de jeunes adolescents qui peuvent se côtoyer dans l'école. Mais je trouve aussi que dans cette pièce, il y a beaucoup d'amour, en tout cas. Et puis, dans ces danses quadrilles, il y a quand même toute cette séduction qui est effleurée, mais qui n'est pas, comment dirais-je, qu'on ne va pas montrer. Mais voilà, il y a quand même une tendresse qui est évoquée dans ces danses. Par contre, Camille, on ne t'entend plus. Il y a une incitation à la rencontre. À la rencontre, c'est sûr, parce que ce sont des danses qui se dansent de manière collective, mais deux par deux, et qui restent très minimalistes et très subtiles sur le plan de la séduction, mais qui est là, tout en filigrane. D'accord, très bien. Alors, bon, juste une petite question, je pense assez simple, mais le quadrille, c'est quand même le cœur finalement de la pièce, en tout cas de la proposition dansée. Et il y a d'autres danses qui ont été intégrées, le crump, le voguing, le hip-hop, la kizomba aussi, j'ai vu. Quel lien vous faites entre les quadrilles et puis ces autres danses noires, mais qui ne se dansent pas forcément en quadrille? Déjà, elles sont afrodescendantes, donc c'est la racine même de notre travail et puis de beaucoup de danses, on va dire, africaines, que ce soit le hip-hop, le crump, le racinement dans le sol. En ce qui concerne la kizomba aussi, il y a tout ce chaloupé du bassin, puisque l'idée c'était de parler du bassin. Même si la kizomba, finalement, on n'est pas arrivé à aller vraiment jusqu'au bout de l'expérience qu'on aurait souhaité mettre sur plateau. Donc peut-être que ça fera le volet d'une autre pièce. Mais c'est vrai qu'on y a touché et que nous aurions, mais il aurait fallu beaucoup plus de pratique pour les danseurs et presque avoir même des danseurs qui pratiquaient la kizomba qui pouvaient être à l'intérieur de la pièce. Donc, on peut dire que peut-être qu'un jour, il y aura une version réellement d'une pièce kizomba. Mais il y avait quand même cette approche du 2 à 2, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui représente quand même toutes ces danses de begin, de salon, qui font partie des bals quadrilles. Et en ce qui concerne le hip-hop, le crump, le voguing, ça fait partie, comme je disais, de ces danses quand même où il y a beaucoup d'influences africaines aussi. Donc, elles avaient tout à fait leur place. Et puis, l'idée, c'était de parler de ces danses parce que dans leur forme scénique, spatiale, mais aussi dans leur forme, on va dire, du costume, il y avait vraiment cette idée où les quadrilles aiment bien être, comme je dis souvent, très beaux, très endimanchés. Et il y a aussi cet aspect du costume chez les hip-hop, où il y a quand même un aspect vestimentaire qui est très important. Donc, je trouvais que les deux, du coup, allaient très bien ensemble et voulaient dire un peu les mêmes choses.
Et sauf que là, dans le hip-hop, on est dans des gens qui le pratiquent de manière, enfin, en étant très jeunes souvent. Et puis sur le quadrille, des personnes qui sont plutôt au-dessus de 50 ans souvent. Et je trouvais que ça faisait un mélange des générations qui était très intéressant. Et puis aussi pour pouvoir être dans une dynamique intergénérationnelle dans la création, puisque ça me tient beaucoup à cœur. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Si, oui, oui, c'est-à-dire que la question, c'était le lien. C'était le lien. Ouais. Donc, oui, je pense que tu l'as bien expliqué. Delphine, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste, juste rajouter qu'en effet, déjà, dans les deux cas, ce sont des danses très sociales, en fait. Voilà. Avec, on se regroupe, on vient, alors par exemple, on vient au bal pour danser le quadrille. Voilà. Le hip-hop, c'est pareil, le crump, etc. Ils vont avoir ce qu'ils appellent des sessions. Donc, ils vont se réunir tous ensemble entre praticiens de leur domaine, en fait. Donc, il y a vraiment ça qui est très commun. Ce que disait Chantal aussi sur le style, tout ça, c'est super important dans les deux cas. Et en même temps, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir les points communs et puis les différences. Par exemple, de voir que ce qu'on pourrait imaginer, c'est que par exemple, les danseurs de quadrille, c'est pas très performant. Voilà. Et puis les hip-hoppers, les crumpers, les vogueurs, tout ça, c'est super performant. Mais en fait, on s'est rendu compte que non, pas du tout. En fait, d'abord le quadrille, ça se danse pendant 20-25 minutes. On enchaîne les figures, donc ça, déjà c'est endurant comme type de danse. Et puis en plus, dans certaines formes de quadrille, je pense notamment à la haute taille par exemple de Martinique, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les petits sauts, les nika que pratiquent les danseurs et qui en fait sont super difficiles techniquement et qui pour le coup ont stimulé beaucoup nos danseurs de hip-hop, etc. parce qu'ils étaient en train de les regarder, se dire ah ouais mais ça nous aussi on fait mais pas tout à fait pareil, ou, etc. Et puis il y a une autre chose aussi je pense qui est pour le coup aussi un point commun, c'est le rapport à la musique. Dans ces formes de pratique-là, c'est-à-dire qu'à la fois le quadrille et à la fois du côté du hip-hop, voguing, etc., la relation à la musique est super importante, c'est-à-dire la musique est hyper soutenante. Et puis, par exemple, du côté des danseurs de quadrille, on va très souvent avoir l'orchestre en direct, voilà, ça c'est vraiment super important. Et puis du côté des vogueurs, etc., ça va pas forcément être l'orchestre, mais ça peut potentiellement être le DJ, par exemple. Et en tout cas, même s'il n'y a pas de DJ, même si juste on passe de la musique, on va être quand même très, très, très en lien et en question-réponse vis-à-vis de ce support musical. Donc ça, c'était aussi des choses qui étaient très liées, en fait, dans ces deux pratiques qui ont l'air éloignées, mais qui, en fait, ne le sont pas tant que ça. D'accord, très Et bien. pour rebondir sur ce que disait Delphine, par exemple, l'orchestre, le pupitre musical, sur les quadrilles, ce qui est intéressant, c'est quand on voit la différence entre la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. C'est-à-dire que le rapport musical et l'instrument qui va être un peu qui dirige la danse diffèrent. Donc, quand on parlait de voir les différences entre aussi les quadrilles et entre les danses hip-hop, ça faisait aussi une force pour le projet, de pouvoir aussi distinguer les trois apports sur des pupitres musicaux très, 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 très différents. Et ça, c'était très intéressant aussi en termes de travail. Très bien. Alors, on trouve dans la pièce des éléments plutôt inattendus qui peuvent susciter le rire. Je pense au travestissement féminin des danseurs, etc. Bon, on a pu en voir d'autres. Et en fait, ma question, c'est est-ce que vous cherchez en réalité, par ce rire suscité, alors, à prendre le contre-pied du caractère un peu rigide des quadrilles, ou est-ce que, au contraire, vous cherchez une réaction chez le public? Alors, j'explique pourquoi j'ai pensé à ça. C'est parce que lorsqu'on a fait le lionnage avec Tamboubo Cornal à Fort-de-France, les danseurs de Belay ont eu du mal quand même à se prêter à l'exercice du métissage des danses, expérimenter le voguing, c'était pas du tout évident pour eux. Et donc ma question c'est est-ce qu'il y a une forme de malice finalement dans votre approche de ces danses et que vous avez souhaité intégrer à la pièce? Alors, je commencerai par répondre et puis Delphine va continuer. Oui. Je trouve que c'était aussi faire sortir aussi bien le public
que nous allions justement fréquenter par le biais de la transmission que les danseurs qui étaient sur le plateau, de sortir d'une zone de confort. Et parce que même pour nos danseurs, puisque Camille, tu dis que ça a été difficile pour Tambou Bocanal, mais ça n'a pas été difficile que pour eux. C'est-à-dire que même pour les danseurs de la pièce, ça a été difficile de sortir de leurs habitudes. Ouais, d'accord. Et c'était, moi déjà d'une, c'est vrai que mes pièces, même quand elles parlent de manière tragique de sujets très importants, il y a toujours soit un moment festif, soit il y a de l'humour. Enfin, tu as déjà vu plusieurs pièces. Oui. J'essaye toujours d'être aussi dans des moments positifs de la vie et que je trouve que le public vient aussi pour avoir un moment de bonheur. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important de partager ça. Et l'idée c'était aussi de dire que, de parler du genre, puisque maintenant, on a dans le milieu artistique beaucoup, et pas que, on a quand même la question aussi de l'homosexualité qui existe beaucoup. Et dans ces danses, on va dire que beaucoup de vogueurs sont homosexuels et qu'on a aussi une montée d'homophobie très importante, et encore plus importante chez les afrodescendants, parce que ce soit en Afrique ou aux Antilles. Et je trouve que de traiter de cette question-là, parce que je ne sais pas si tu avais vu, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris, que j'avais fait aussi déjà sur cette question, ça fait partie aussi de ce qu'on a envie de défendre de manière, on va dire, sociale de la société dans nos pièces. Donc, quand l'occasion s'y prête et fait sens avec la création, eh ben, on y va totalement, de mettre un rapport aussi à l'identité, à la différence, à l'altérité. Ça fait vraiment partie du projet aussi de Difécaco. Voilà. Très bien. Delphine, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste, voilà, du coup là, on traite un peu de deux choses, à la fois cette histoire du rire, voilà, et puis à la fois cette histoire du genre et du travestissement dans la pièce. Mais en fait, l'un n'était pas fait pour l'autre, c'est-à-dire la question du travestissement, par exemple, n'était pas forcément fait pour chercher le rire, mais en fait, dans la façon de construire la pièce, on ne s'est pas dit là, il faut trouver un truc pour faire rire. Ou... Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Dans la construction, c'est tiens, tout d'un coup, on a telle situation et on se dit ah oui, là, en effet, on va chercher une limite qui fait que ouais, on va amener cette chose de la malice, c'était le bon terme. C'était vraiment le bon terme, la malice. Ouais, c'est malicieux, effectivement. Et ça, c'est chouette parce qu'en fait, le rire, c'est un vrai outil de subversion. On le voit bien chez des gens comme Chaplin, Buster Keaton, etc. C'est des gens qui gardent un très grand sérieux, mais qui sont tellement malicieux, tellement sérieux dans leurs propositions qu'ils créent, ils génèrent le rire et la malice, et en même temps, ils dénoncent des choses. Donc ça, c'est vraiment important d'un point de vue artistique. Et en ce qui me concerne, c'est pour ajouter que ça fait partie aussi de mon engagement et de cette résilience et résistance aussi que j'ai par rapport à nos cultures et à cette culture issue de l'esclavage, parce que l'histoire de cette pièce, c'est aussi ça. C'est comment ce bateau, en chemin, comment dirais-je, traverse les océans et puis ramène des gens très différents. Et donc, comment on peut se côtoyer les uns et les autres. Donc, c'est sûr que c'est aussi une forme de résistance, tout en douceur, mais qui a du sens. Voilà. Oui, d'accord, très bien. Peut-être juste sur la question du genre, pour faire un petit clin d'œil quand même à la création des costumes. Oui. Donc, la costumière s'appelle Marine Provin. Elle a vraiment travaillé là-dessus parce que justement, le quadrille, c'est hyper genré. Les femmes, elles ont tel rôle, les hommes, ils ont tel rôle. Et puis souvent, les dames, elles n'ont pas trop le droit d'improviser. Il faut rester un peu, un peu sur sa retenue. Alors que les hommes ont plus la possibilité d'exploser, par exemple, sont un peu plus mis en valeur. Donc, il y avait vraiment cette question du genre. Alors qu'en effet, du côté du voguing, etc., walking, on a effectivement, c'est des danses qui viennent des communautés homosexuelles et liées aussi beaucoup à cette question du travestissement. Donc, et de la transformation des genres ou de la multiplicité même des genres, on pourrait dire. Donc, on a vraiment travaillé Marine a vraiment travaillé en termes de costumes et c'est pour ça que les garçons portent cette espèce de demi-kilt
par-dessus leur pantalon. C'était vraiment la question de ah oui, il y a à la fois la jupe et à la fois le pantalon qui existent. Voilà. Donc ça, c'était important. Pour elle, c'était une vraie direction, une vraie recherche. Et puis aussi, du coup, pour aller un peu plus loin dans le travail de Marine, elle a amené aussi les couleurs, les couleurs des îles de manière assez subtile, avec des traces qui sont laissées. Et du coup, elle a vraiment travaillé sur la question des traces aussi sur les costumes, de quelles traces ça nous laisse en fait l'histoire et quelles autres traces on va inventer ensemble. D'accord, donc oui, donc effectivement, la question de la trace, puis la question de ce qu'on en fait ensuite aujourd'hui. Alors, j'avais prévu une autre question, mais finalement, ce matin, en réfléchissant à l'interview, j'ai décidé de la remplacer par une autre pour poursuivre un petit peu la réflexion que j'avais entamée avec Danieli et Patrice sur le spectacle vivant en confinement. Et là, du coup, je vais la poursuivre avec vous, cette réflexion. Pendant le confinement, on a beaucoup proposé aux élèves finalement des pièces qui ont 1 ou 2 ans, voire 3 ans d'existence. Donc des choses qui ont été jouées, qui parfois ne sont plus jouées, mais qui aujourd'hui sont proposées aux élèves comme éléments du spectacle vivant. Donc ma question c'est, est-ce que finalement pour vous, le spectacle vivant, ça peut aussi à un moment donné devenir un objet qui est déplaçable, vendable, commercialisable, qu'on peut offrir de manière fermée et non mouvante aux spectateurs. Ou est-ce que c'est possible d'offrir un objet cercle égal demi-cercle carré à des spectateurs et y retrouver une quintessence, ou est-ce que au contraire vous pensez que il va y manquer quelque chose? Alors, moi, en ce qui me concerne, je pense que tous les médiums sont possibles, mais je trouve que ça ne remplace pas de venir voir et d'échanger avec un public, de venir voir une pièce au théâtre, de pouvoir échanger, de pouvoir ressentir les émotions directes que procure cette pièce sur un plateau, aux côtés du public, quoi, avec le public qui est là dans la salle. Non, je trouve que l'écran, quand même, enlève quelque chose. Enfin, moi, en tant que spectatrice, je le sens bien que ce n'est pas pareil. Maintenant, ça permet quand même de découvrir des œuvres, ça permet d'accompagner une contrainte qui est imposée actuellement et de faire passer le temps et en même temps de travailler autour de l'art. Je trouve qu'il vaut mieux ça que autre chose, mais ça n'enlève pas, je trouve, le contact direct avec le public. Ça, c'est mon avis. Oui, moi, je rejoins complètement Chantal. Je crois que c'est important que ces vidéos existent parce que c'est l'histoire de la danse et que la danse a ça de particulier qu'elle n'existe que le temps de la représentation. Il n'y a pas le texte comme au théâtre, il n'y a pas les partitions comme en musique. Donc, c'est important que les vidéos existent parce que ça fait l'histoire de la danse et que ça crée un répertoire. Et que peut-être l'avantage, c'est que dans 10 ans, cette pièce sera encore vue parce qu'elle a été captée. Et ça, c'est formidable. Oui, voilà. Mais parce que c'est précisément un art éphémère. Mais par contre, l'expérience du spectateur, c'est précisément une expérience. Et c'est une expérience de corps. Voilà. Et on le sait ô combien dans la danse que c'est une expérience d'un corps à un autre. Et que cette expérience-là, elle ne peut pas exister à travers l'image, voilà, à travers seulement la vidéo. On est des êtres de chair et la rencontre et aussi parce que la pièce n'est pas toujours la même. La pièce est toujours la même en termes de composition chorégraphique et musicale, mais elle ne vibre pas de la même manière parce qu'on est vivant et qu'à chaque instant on est différent et que par conséquent on a commencé à jouer quand même pas mal de fois cette pièce maintenant et qu'à chaque fois on en ressort traversé différemment et le spectateur va être traversé différemment. Donc ça on peut pas nous l'enlever. Il faut pas qu'on nous l'enlève. D'accord. Par contre, l'idée que la pièce elle soit figée à un moment donné, à une époque, à une période donnée, c'est important.
parce que je trouve que pour la mémoire, et comme on a parlé de traces, c'est très important. Oui. Pour même, je vais dire pour la mémoire même chorégraphique d'une compagnie, mais pour l'ensemble du paysage chorégraphique. Voilà. C'est un peu ce que disait Delphine, créer un répertoire. Danieli parlait d'archives, toi tu parles de mémoire. Donc effectivement, il faut pouvoir considérer qu'à un moment donné, le spectacle vivant devienne un objet, donc quelque chose de figé, arrêté dans le temps. Finalement, sans qu'on perde totalement, sans qu'on perde du tout d'ailleurs son caractère vivant dans les représentations en live, on peut quand même se féliciter de l'apport de la technologie dans cette question de l'archivage, la mémoire et voilà, répertoire, ce sont des mots qui sont… Et puis figer, c'est aussi pouvoir transmettre. Parce que souvent, on ne garde pas tout dans le corps, dans la mémoire, et 10 ans, 20 ans après, c'est une pièce qui peut rentrer dans le répertoire et qu'on peut transmettre aussi à des générations futures. Donc, c'est pour ça que c'est important de filmer, de noter d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, ça a été dans le parcours de création de cette pièce, la question de l'archivage et de la mémoire est super important. Parce qu'on a rencontré avec Chantal beaucoup de groupes de quadrilles, et notamment, par exemple, alors en Guadeloupe, il y a déjà un assez grand fonds d'archivage de la mémoire, du patrimoine culturel, etc. Mais ce n'est pas le cas partout. Et par exemple, en Guyane, on n'avait pas d'image de la boulangère qui est dansée en Guyane, parce que pour l'instant, ce travail d'archivage n'avait pas été fait, et que du coup, ça a déclenché ça sur ce territoire notamment, mais pas que, pour que ces danses-là soient archivées, pour qu'elles puissent continuer d'être transmises aussi, pour qu'elles gardent cette trace dont on parle. Donc cet archivage et cet objet, il est important, il est vraiment important en ce sens. Mais en effet, il ne remplace pas l'expérience de la scène et de la rencontre. D'où l'idée d'archiver pour que justement il puisse rester vivant. C'est-à-dire qu'on puisse la transmettre aux plus jeunes et que ça puisse rester vivant et qu'on ne le perde pas et que ça ne rentre pas dans on va dire, les lieux de patrimoine où tout est rangé, va être poussiéreux et qu'en fait, ça ne va plus exister. C'est ça. Donc, je rajoute là-dessus pour dire qu'on n'a pas fini le travail, justement, puisqu'on parle de l'archivage, on n'a pas fini le travail autour de ça, puisque ça met beaucoup de temps, on a créé la pièce. Et là, avec Delphine et puis toute une équipe, avec Isabelle Calabre, qui est historienne de la danse, avec aussi une notatrice qui viendra nous rejoindre, on est sur ce parcours d'archivage autour de la pièce dans sa composition, on va dire, contemporaine, mais aussi aller vers les associations, valoriser les associations qui nous ont permis de pouvoir faire cette pièce et donc d'archiver et de noter leur danse pour que, en fait, que tout soit, enfin, qu'il y ait un début et une fin et que le cercle soit vraiment fini. D'accord. Écoute, je crois que c'est sur cette image qu'on va interrompre notre enregistrement. Ah, c'est déjà fini? Et oui, parce que l'idée, c'est voilà, bon, c'est que ça reste quand même dynamique et format jeune. Parce Et pas trop long. Voilà. Non, mais en fait, c'est passé très vite. C'est vrai. Je vous remercie en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir donné comme ça quelques éléments de compréhension supplémentaires sur la pièce, qui est déjà très parlante en elle-même.